Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo au Salon du Bourget qui va être consacrée aux éléments les plus bizarres, étranges que j'ai pu voir ici. C'est une sorte de best-of, des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. C'est trop gros, ça vole bizarrement, les hélices sont de travers, voire il n'y a pas d'hélices, voire même c'est des demi-hélicoptères bizarres. Mais avant de commencer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos. Et notre partenaire aujourd'hui, c'est Incogni. Vous avez déjà certainement entendu parler de toutes ces affaires judiciaires dans lesquelles des gens ont vendu des données à votre insu. Par exemple, For You qui a utilisé des données fournies par des data brokers à des fins de prospection. Ou alors Solocal qui a même eu une amende de 900 000 € pour la prospection commerciale et des SMS qui reposent sur des données qui sont achetées auprès de data brokers sans avoir votre consentement. Mais ça, c'est uniquement ce qui est illégal parce que dans l'immense majorité des cas, vous avez accepté des cookies, vous avez accepté des traceurs, vous avez accepté que les médias sociaux enregistrent toutes les informations sur vous et les data brokers, ils enregistrent toutes ces informations et ils vont les vendre. Ils vont les vendre pour de la prospection commerciale, pour augmenter le prix de vos assurances, pour adapter le prix des tarifs et des services que vous allez acheter sur Internet. Mais en réalité, les data brokers, vous avez le droit de vous en faire disparaître. C'est la loi. Sauf que vous ne savez pas dans lesquels vous vous trouvez. Il y en a des milliers et c'est là qu'Incogni intervient. Ils vont aller voir chacun de ces data brokers un par un. Ils vont leur exiger de faire disparaître toutes les informations qui vous concernent. Depuis que je suis inscrit, il y en a des centaines qui avaient enregistré des informations à mon insu sur moi. Incogni a pu me faire disparaître de toutes ces bases de données. Ça a réduit le démarchage téléphonique, ça réduit le nombre de spams que je reçois, ça réduit aussi la possibilité pour des sites de me traquer. Donc vous aussi, retrouvez l'intimité sur Internet en suivant mon lien exclusif en commentaire à cette vidéo, incogni.com/titelman. Vous avez une super promo, retrouvez le contrôle de votre visibilité sur Internet. On arrive chez le GIFAS avec Flying Robot. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite machine très légère, c'est une sorte d'ULM avec une voile qui est au-dessus qui permet de transporter, accrochez-vous, la moitié de la masse maximale de décollage. Ça pèse 600 kg, totalement dronisé avec un conteneur à l'intérieur. Comme ça, on fait de la logistique sans prendre de risques, sans se faire détecter, puisqu'encore une fois, c'est très léger puis ça consomme pas beaucoup. Et on a la possibilité soit de larguer la charge avec un parachute, soit de simplement venir se poser puis repartir dans l'autre sens. Et c'est bien 300 km aller et 300 km retour. C'est pas 300 km en total. Et l'autre option, si vous voulez simplement faire de la surveillance, c'est 30 heures de surveillance avec une caméra, avec une boule optronique, avec le capteur qu'on veut simplement intégrer dedans. Coûte pas cher par rapport au service rendu. Maintenant, on est chez Thales et derrière moi, c'est le e-trap. Qu'est-ce que c'est que le e-trap? Vous savez que vous avez la possibilité de brouiller des drones en espérant brouiller leur communication, leur capacité à capter les satellites, le GPS. Vous pouvez aussi envoyer une impulsion électromagnétique qui va griller directement leur circuit. Le drone, forcément, il va tomber puisqu'il n'y a plus rien qui fonctionne à l'intérieur. Ou alors il faut passer sur des drones qui coûtent beaucoup plus cher, durcis IEM, et logiquement les méchants ils vont en produire beaucoup moins. Donc ça c'est une excuse Thales, c'est la première fois qu'on le voit à l'extérieur en grandeur réelle. On arrive maintenant devant un projet particulier qui s'appelle le Nuva 300. C'est étonnant. Déjà, vous avez 8 moteurs électriques, 4 de chaque côté, il y en a un qui est caché là-haut, qui permet de décoller à la verticale. Évidemment, l'électrique, ça permet de faire très peu de bruit, ça c'est intéressant. Et tout à l'arrière, vous avez une hélice propulsive. Là, c'est de la combustion. Ça permet de naviguer à peu près à 100 nœuds, 200 km/h. On peut emporter une charge utile cargo de 300 kg à 300 nautiques, c'est-à-dire à peu près 550 km de distance. Vous voyez, c'est 100% cargo, 100% autonome. C'est fait par les copains de Pipistrel, vous savez les Slovènes qui avaient fait ce petit avion électrique qui est aujourd'hui le premier dans le monde sur lequel on peut s'entraîner en 100% électrique. Ça y est, il passe à du lourd, à du cargo et c'est chapeauté par Textron Aviation qui a racheté la boîte avec toutes les autres. Les amis, vous connaissez le V22 Osprey, ça décolle à verticale, les hélices, la propulsion tourne. On est avec Anderson aussi, parce que derrière nous, il y a le futur de l'US Army Assault, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça s'appelle le MV75. MV75. Ici, on a des hélices, on décolle à la verticale. Oui. On s'oriente, ça veut dire qu'on a à la fois l'avantage de l'hélicoptère, exactement, à la fois la vitesse de l'avion. Oui. Est-ce qu'on gagne aussi en portée et en vitesse? Oui, ça double la vitesse par exemple, le Blackhawk. Oui. Donc le Blackhawk, c'est vers 120, 130 à l'heure, mais avec le MV75, ça s'est doublé. Okay. Et c'était aussi que la longueur de la mission, c'était aussi doublé. La portée opérationnelle est également doublée. Voilà. On est sur
du bullshit d'ingénieur ou alors on est vraiment sur un prototype, quelque chose qui va voir le jour? On a déjà fait les tests avec ce qu'on appelle le Technical Demonstrator. On a montré à l'armée de terre américaine la capacité de cette, on l'appelle tilt rotor. Ok. Et ça va arriver quand dans l'armée de terre? On va commencer à faire les tests avec l'armée de terre dans 1 an, plus ou moins. Et est-ce qu'on a une idée du volume de la flotte? On ne sait pas encore, ça dépend de l'armée de terre, mais ça va être dans les centaines. Quelques centaines. C'est l'armée de terre américaine, les amis, donc quelques centaines. Quelques centaines. Donc l'armée de terre a plus ou moins 2000 Black Hawk. 2000 Black Hawk. Mais cela ne veut pas dire qu'on va remplacer tous les Black Hawk. Oui. Ça dépend de l'armée de terre. S'ils vont plus loin, plus vite, qu'on peut faire plus de rotation, logiquement. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il est déjà destiné à une unité en particulier ou pour l'instant c'est... Oui, 101st Airborne Division, le 101. Voilà, les Screaming Eagles, donc qui est bien connu ici en France, en Normandie. Maintenant, c'est la seule division de l'armée de terre qui font les missions Air Assault. Donc les amis, c'est pour du Air Assault. Là, c'est ce qui se fait de plus solide. On va loin, on n'a pas besoin de ravitaillement. Typiquement, des opérations à très longue distance, sans ravitaillement. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, donc ça va arriver dans l'armée de terre d'ici 1 ou 2 ans. Oui, ça va changer complètement la manière par laquelle l'armée de terre fait les air assault, surtout dans les régions avec les grandes distances, par exemple la Pacifique. Ok. Ah, on peut traverser le Pacifique? Oui, la Pacifique, l'Arctique, même ici en Europe. Quand on voit la distance et la grandeur de l'OTAN, oui. C'est vaste, c'est vaste. Et pendant la guerre froide, c'était plus coincé, quoi. Bien sûr, c'est de la France à l'Allemagne. Maintenant, c'est de Finlande jusqu'à les Balkans. Donc, ça fait une grande distance. Alors j'ai une question logistique, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un bateau sur lequel on met un hélicoptère pour traverser le Pacifique? Ça peut se déployer des États-Unis, de l'Europe, du Pacifique. De l'Alaska jusqu'au Japon, ça passe? Oui, oui. Les amis, c'est une révolution. Voilà, merci, exactement. Merci Belle. Merci à vous. On arrive chez les Français de Come in the Sky. Vous le voyez, ce drone, il est très particulier. Il a 2 hélices contrarotatives. Ça vous fait penser au Kamov 52, mais en fait, c'est beaucoup mieux puisque la charge utile, elle est ici, au milieu. L'avantage, c'est que du coup, c'est équilibré. Alors, ça réduit aussi la consommation. Attention, pour un drone vertical, c'est-à-dire on n'est pas sur des fixed wing, on va être capable de voler 1h30 avec les batteries de génération précédente, un petit peu plus avec les futures générations. Et en plus, il y a un truc qui est pas mal, ça aussi c'est futuriste, de la recharge à distance par laser. C'est-à-dire que vous êtes capable de passer au-dessus d'une zone, vous allez pouvoir vous recharger en passant, et comme ça on va pouvoir faire des missions qui sont assez variées. Par exemple, lutter contre la nidification des goélands, on va stériliser les œufs de goélands, on va détruire des nids de chenilles processionnaires. Et puis quand vous regardez autour ici, on voit que c'est de la fibre optique, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est furtif, c'est super simple. Ensuite, les pales, du coup, elles peuvent être plus longues, ça veut dire qu'elles peuvent tourner plus lentement. On est moins bruyant et on se fait moins détecter par les radars parce que c'est simplement des pales qui vont tourner 2 fois moins vite que ce qu'on a d'habitude. Tout est en fibre de carbone, mais surtout ça vous fait une armature qui permet de se rapprocher, de se coller aux objectifs. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent aller dans des environnements un petit peu particuliers, par exemple pour faire de la livraison dans une centrale nucléaire avec une précision qui est centimétrique qui permet d'aller directement sur place, travailler pour faire des livraisons. On imagine bien que la DGA va être intéressée par ce genre de projet et d'ailleurs ils vont participer à des appels à projets qui arrivent très bientôt. 5e projet bizarre, le Heliblade avec Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un Heliblade? Un Heliblade, c'est un engin qui est ni un avion ni un hélicoptère. C'est un drone qui va dans la stratosphère. C'est-à-dire, ça marche comment? Alors, ça marche grâce à la force centrifuge. La force centrifuge nous permet d'avoir des ailes qui restent à l'horizontale, qui restent dans une position qu'on souhaite. Et ça surtout, ça aide à alléger énormément l'engin et donc de monter très haut. Et on arrive à monter au-delà de l'atmosphère? Bien sûr, alors on arrive à monter dans la stratosphère et à y rester plusieurs mois pour observer la Terre, tout ce que fait un satellite, mais sans avoir à attendre qu'il revienne et de plus près, donc avec plus de précision. Ce qu'on appelle les pseudo-satellites, les APS. Absolument. Ok, techniquement, on en est où? Alors on est en train de finir la phase de R&D ou de Proof of Concept, pour parler français.
Et on va faire un premier test en grandeur, pas réel, mais à échelle un peu réduite, en début d'année prochaine. Mais l'engin est déjà fabriqué. Quelle est la charge utile? Alors ça va être pour l'instant à vide, mais on va transporter probablement au début des charges utiles d'observation. Ouais, bah c'est 5 kg, 10 kg 5-10 kg. Ok, et donc fin d'année, ça veut dire quoi, salon Dubaï? Bah, on espère que dans 2 ans, pour Salon du Bourget, on sera au-dessus pour regarder. Excellent, et bah alors rendez-vous dans 2 ans. Et ben merci. On arrive à Taïwan avec, allez, notre premier drone volant opérationnel. Il y en a déjà 20 qui ont été vendus aux États-Unis. On peut voler là-dedans sans licence de pilote. 80 kg de charge utile, 85 kg de charge utile à 40 km de distance. C'est ce qu'il y a de plus léger possible, seulement 150 kg en tout. Évidemment, tout est électrique, armature métallique, vitre électrique teintée, fermeture centralisée. Non, c'est pas exactement ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont vraiment les premiers à pouvoir faire du transport aérien, urbain, autonome, en toute autonomie, sans avoir besoin d'un pilote à côté de soi. Et c'est réellement livré. Pour l'instant, c'est pour le fun, mais quand même 40 km en quelques dizaines de minutes, on fait gagner pas mal de temps. Et apparemment, c'est relativement silencieux puisque c'est du 100% électrique avec une propulsion distribuée sur 8 petites hélices avec des petits moteurs. Sympa. Et en plus, toutes les parties sont détachables pour pouvoir rentrer dans cette boîte. Et il s'appelle, accrochez-vous, Badass Hélicoptère. Classe, non? En termes de pilotage, il y a 2 modes. Soit on suit une trajectoire qui est prédéfinie, 1, 2, 3. Soit on part en mode libre. Et là, ici, j'ai les gouvernes. À l'arrière, ici, si je veux pouvoir prendre la main, j'appuie. Donc droite, gauche, tout droit, ça c'est pas compliqué. On accélère. Et on se translate à droite et à gauche. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Ça se pilote exactement comme un drone DJI. Trop simple. Vive Taïwan. Le salon est fermé, mais nous on s'arrête pas parce que derrière nous il y a le Windrunner de Radia. Attention, accrochez-vous, ils veulent refaire le plus gros cargo du monde. Ça s'ouvre, le cockpit reste en place. Vous avez l'impression que ça ressemble à l'Antonov 124. Eh ben non, parce qu'ils veulent faire un peu moins lourd, 80 tonnes d'emport quand même, c'est quand même super costaud. Et accrochez-vous, 12 fois le volume utile qu'on aurait sur un Boeing 747. Ça ne verra probablement jamais le jour, mais c'est bien rigolo. Et on termine avec la plus mauvaise des idées du Bourget. Il s'appelle le F-35. Pourquoi acheter un avion furtif qui ne sera peut-être plus dans 10 ans tout en ayant un appareil qui va imposer des contraintes de vraisemblables pendant des décennies tout en coûtant 40 000 $ de l'heure des vols? Vraiment, la plus mauvaise idée de ce Bourget. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, il y a plein de choses sympas autour de nous. Et puis on se dit à très bientôt sur la chaîne parce que le Bourget, ça va être tout l'été.